Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il n'y a pas de limite à l'expansion d'Internet. L'ingénieur américain Robert Kahn n'a pas fait que prononcer cette phrase, il l'a surtout mise en pratique. C'est l'un des pères fondateurs d'Internet et c'est notre rôle modèle à suivre aujourd'hui. C'est mon rôle modèle à moi, c'est Amélia Mattar. Amélia, tu as forcément une idée derrière la tech et aujourd'hui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu as découvert des cours d'autodéfense pour les enfants. Est-ce bien raisonnable? Oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'ateliers pour enfants vraiment particuliers, des ateliers d'autodéfense que j'ai découverts dans le podcast, un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Et on le découvre avec toi dans un instant. Vous le savez, c'est jeudi, c'est le Club Actu avec plusieurs actualités dont on va débattre aujourd'hui. D'abord, ChatGPT et la France. Est-ce qu'il est interdit d'interdire? Alors que l'Italie vient de faire tomber un domino de l'IA en Europe, la France n'envisage pas pour l'instant d'interdire ChatGPT. Dixit Jean-Noël Barrot. On a envie de lui dire vraiment point d'interrogation. Le ministre attend un avis du Comité national d'éthique numérique dans quelques mois. Il est donc urgent d'attendre, on en parlera. Et puis en deuxième partie, un Français sur 3 souffre d'ilextronisme. Oui, nous sommes bien en 2023. On va revenir sur ce triste rapport de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. 16 millions de Français en situation d'électronisme, même un jeune sur 5 en difficulté face au digital. Comment ne plus laisser les oubliés du numérique au bord de la route? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Stéphane Zibi, directeur de Ionis X, expert tech pour RCJ et on refait le Mac. Nathanaël Wallenhorst en Skype avec nous. Nathanaël, tu es toujours docteur en sciences de l'environnement, politique et de l'éducation, enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Ouest. On refera ta bibliographie tout à l'heure. Gaël Musquet qui nous rejoint aussi pour cette émission, notre hacker éthique préféré, et Amélia, bien sûr. Tout ça est dit, mais d'abord, focus. Si Sir Tim Berners-Lee a inventé le web, Robert Kahn et son homologue Vint Cerf ont imaginé la façon de connecter les ordinateurs entre eux et les personnes qui vont avec un protocole de communication TCP/IP qui est toujours la base de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Xavier Terrade revient aux sources dans notre portrait rôle modèle. Il est l'un des premiers à avoir parlé d'Internet avant même sa création. L'ingénieur américain Robert Elliott Kahn a inventé avec Vinton Cerf le protocole TCP/IP, une technologie pionnière qui a ensuite permis à l'agence américaine DARPA de créer les prémices du réseau ARPANET qui sera lancé en 1975. C'est l'ancêtre d'Internet, du moins de son architecture. Le but était à l'époque de connecter rapidement des ordinateurs en cas de guerre. Une dizaine d'années plus tard, il a fondé la Corporation for National Research Initiative, dont il est toujours président à 83 ans. Robert Elliott Kahn a reçu avec Vinton Cerf la médaille Graham Bell. Son invention déterminante lui a permis de faire son entrée en 1997 au Musée national d'histoire américaine. En 2004, il a reçu le prix Turing. Dans les années 70, Bob Kahn n'aurait jamais pensé que plusieurs milliards d'objets pourraient être connectés, une évolution qu'il trouve normale avec le recul. Concernant l'avenir d'Internet, l'ingénieur américain reste incertain, n'ayant pas la prétention de détenir une boule de cristal, même s'il estime qu'il n'y a pas de limite à son expansion. Et voilà pour l'un des pères fondateurs d'Internet. Notre première partie de l'actu aujourd'hui. Après l'Italie, la France va-t-elle et peut-elle d'ailleurs interdire ChatGPT? On en débat. Mais il va y avoir du sport dans ce club avec Stéphane Zibi, avec Nathanaël Wallenhorst, avec Gaël Musquet et Amélia Mattar. Alors, messieurs, dames, ils sont déjà 7 pays dans le monde à avoir introduit une interdiction d'accès à ChatGPT. Attention, vous êtes prêts pour la liste? La Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, la Biélorussie et l'Italie. Rome, c'est donc celle qui va faire tomber un domino sur l'intelligence artificielle en Europe. Décision de la CNIL italienne, c'était il y a quelques jours à peine, fin mars. Blocage, certes, provisoire parce que selon cette CNIL italienne, eh bien, ChatGPT contrevenait au RGPD, sacro-saint réglementation et pièces de régulation sur la gestion des données personnelles. Ça fait donc date dans l'Union européenne. Est-ce que ça peut faire jurisprudence aussi, Gaël Musquet? Le RGPD, il est européen, donc on va dire que par extension, si la CNIL italienne a trouvé à redire à l'échelle de son territoire, il y aurait en
théorie aussi à redire au niveau européen. Donc là, on va voir un peu comment les CNIL européennes s'alignent ou pas sur cette analyse des faits, sur les données. On rappelle que le RGPD, c'est quand même la possibilité pour un État de pouvoir sanctionner si il y a eu consommation sans l'accord des personnes ou des entreprises de données personnelles. Donc on va déjà attendre et voir un peu ce qui est consommé, sachant qu'on le rappelle, le prompt de ChatGPT il est basé quand même sur de la soumission de commandes qui vont, en revanche, et c'est peut-être là où le bas blesse, aller s'entraîner sur des jeux de données qui potentiellement auraient des données personnelles. Donc là, à voir, puisque ce logiciel n'est plus open source, voir un peu ce qui est consommé par cette IA et cet outil conversationnel. Stéphane, est-ce qu'OpenAI, il y a du souci à se faire en Europe ? Le truc, c'est qu'au départ, on est tous heureux d'utiliser cette appli, on est tous scotchés parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va changer notre vie, ça c'est certain, en tout cas une partie de notre vie. Mais depuis que c'est devenu de plus en plus une boîte noire. Et le fait qu'ils étaient, et Gaël vient de l'évoquer, ils étaient au début open source, ils ne vont plus le devenir. Bon, déjà que ce soit une boîte noire, ça devient un petit peu suspect. Maintenant, il y a des réglementations qui vont les obliger aussi à ne plus pouvoir se cacher. Donc, je pense que dans l'intérêt de tous, c'est qu'OpenAI devienne une boîte transparente du premier au dernier étage et qui nous explique d'où viennent les données et comment marchent les algorithmes. Et je pense que pour ça, une fois qu'il y aura ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème et en effet, on pourra bien l'utiliser en vue de GPT-5, de GPT-5 qui sortirait d'ici la fin de l'année. Ouais. Et celui-ci donc serait ce qu'on appelle une IAG, donc une intelligence artificielle généraliste qui deviendrait un assistant personnel universel pour tout le monde. Et donc, généraliste ou générative ? Généraliste, je parle général. Je me permets de te refaire préciser le juste mot. Je l'ai dit volontairement. Volontairement, c'est qu'en gros, on pourra l'utiliser pour tout et rien, parce qu'on aura un nombre de paramètres qui serait proche de l'infini. Et là, je crois pour 4, on est au trillion de paramètres. Là, donc là, on serait une forme d'infini pour le 5. Donc, il est nécessaire qu'avant la version 5, il y ait quelque chose qui soit fait d'OpenAI. Surtout si c'est l'assistant personnel. Donc, il va digérer, forcément être connecté sur des micros, sur des caméras, etc. C'est ce que j'évoque, c'est pour ça. J'ai envie de retourner la question à mon chat GPT préféré, Nathanaël Wallenhorst. Nathanaël, justement, on va redonner un autre élément, c'est qu'en l'occurrence en France, la CNIL a aussi été saisie dans 2 cas. Le premier a été déposé par l'avocate Zoé Villain, c'était le 5 avril dernier, encore une fois, il y a juste quelques jours. Là aussi, elle apporte la preuve que le logiciel d'OpenAI contrevient au RGPD. Puis il y a une deuxième plainte aussi qui a été déposée par un développeur, David Libaud, qui notamment, lui, travaille sur la façon de défier la vidéosurveillance et les modèles d'IA générative. Ça nous dit quoi, Dr Wallenhorst, dis donc, de la façon dont ChatGPT, dont l'Europe et dont les gouvernements et les États membres peuvent se comporter face à une décision de blocage temporaire, partiel ou pas, de ce logiciel d'IA? Eh ben, je vais commencer juste par une toute petite anecdote. C'est-à-dire, il y a quelques jours, là, du coup, j'aidais mon fils à bosser sa SVT. Et en fait, j'arrivais pas du tout à comprendre le truc. Donc, en fait, je suis allé voir, je suis allé poser des questions à ChatGPT pour qu'il m'explique un peu les allèles, les machins, la sélection naturelle, etc. Et puis, tout de suite, j'ai eu des éléments de réponse, qui étaient tout à fait éclairants, bien vus. Et voilà, ça m'a permis ensuite d'expliquer l'affaire à mon fils. Je trouve qu'il y a quelque chose, de fait, il y a quelque chose qui fonctionne bien dans le quotidien, comme ça, voilà, qui est une aide. Et puis, on voit. Donc j'ai utilisé le 3.5, la version gratuite. Voilà, on voit combien déjà c'est une sacrée aide. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant là, et puis peut-être tout particulièrement par ce que disait Stéphane en disant à un moment donné il va falloir aussi qu'il y ait une transparence sur le fonctionnement, et ça c'est quand même nécessaire pour qu'aussi il puisse y avoir tout un tas de législation, etc., qui opèrent. Avec mon université, on a eu des échanges qui étaient vraiment hyper intéressants et puis qui étaient vifs, confrontants, pour se dire, mais alors est-ce qu'il faut interdire ChatGPT dans notre université ou pas? On en a d'autres qui, à un moment donné, ont posé des interdictions comme ça. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ça vient
complètement interroger notre fonction d'enseignant, d'éducateur. Et enfin, ça vient interroger. Si jamais on autorise l'usage de ChatGPT dans les dispositifs d'évaluation. Et en fait, c'est l'endroit, moi, où j'ai vraiment un problème, j'ai envie de dire, dans mon boulot. C'est-à-dire, si on commence à évaluer des dossiers faits à la maison, et donc, du coup, évidemment, avec le recours de ChatGPT, là, on ne sait plus du tout qui on évalue entre les développeurs ou les étudiants. Donc ça va pas. Et donc, moi, là, du coup, je serais partisan de quelque chose de très simple. C'est à un moment donné, les évaluations au collège, au lycée, à l'université, elles sont sur table, tout simplement, avec un papier et un stylo. Et par ailleurs, évidemment, on apprend aussi l'utilisation de ce type d'outils. Bon, voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Bon, en tout cas, les conclusions du prof Wallenhorst, c'était de dire on revient au papier et au crayon pour vos devoirs sur table. Ce sera beaucoup plus sûr. Ok, on va continuer avec toi sur cette discussion dans un instant, mais je voulais juste souligner quand même le fait que l'interdiction temporaire par la CNIL italienne a fait exploser littéralement les connexions en VPN dans le pays. Bah oui, c'est ça. Donc ça veut dire que on peut avoir la plus belle régulation et les méthodes justement de réprimande les plus perfectionnées au monde, en tout cas en Europe. On ne battra jamais la technologie. Ça veut dire qu'avec un VPN, je peux quand même accéder à ChatGPT. On fait le match de la musique, de la vidéo, sur à la fois l'offre légale, les réseaux peer-to-peer qui permettaient de télécharger. L'humanité est pétrie de ces c'est débile. C'est des moyens de contourner permanents. Mes enfants, les premiers. Ça sert à rien d'interdire. On les connaît bien, ces enfants. Tu dis c'est débile. C'est un jugement comme ça. Ouais, tu peux être plus radical si tu veux sortir un autre mot, mais excuse-moi. Non, nos oreilles sont quand même. Je suis désolé, interdire comme ça, ça peut entraîner qu'une seule chose, une utilisation maximale. Et les gens vont voir que ça va rentrer dans leur quotidien. À la fin, ils pourront que l'interdiction servira, c'est illusoire de toute façon. Je peux juste dire par rapport à ça, c'est vrai que vu la liste des pays qui interdisent, c'est vrai que l'Italie fait tâche. Ouais. Parce que dans les autres pays, on pourrait dire ouais, c'est normal. Bon. Ils ont toujours fait c'est pas là aussi ils prennent ces décisions, c'est pas la première fois où ils prennent des décisions un peu tordues. Néanmoins, c'est vrai que l'effet domino, comme tu l'as si bien imagé, peut arriver sur l'Europe. Je pense que l'Europe a été toujours motrice grâce à la RGPD, grâce aux prochaines directives qui vont devoir être appliquées en 2024. Je pense que ce qui arrive à RA ou ce qui doit arriver à OpenAI, mais aussi à tous les autres GAFAM, de toute façon, d'une manière générale, c'est qu'ils doivent repenser un peu à l'utilisateur. On ne va pas revenir, on parlait du crayon et du papier, mais c'est vrai qu'au lieu de penser à eux et à leurs produits et à leur chiffre d'affaires, ils devront penser d'abord à l'utilisateur final, que l'utilisateur final, il a aussi des données qui sont personnels et qui ne doivent pas aller n'importe où. C'est vrai que pourquoi je parlais d'IAG volontairement, c'est que les gens vont parler beaucoup de choses personnelles. Je peux même vous dire que j'ai halluciné, ne rigolez pas, mais ils utilisent un ami qui a un problème avec sa femme, il demandait à ChatGPT de lui donner de l'aide pour écrire des messages d'excuses. ChatGPT devient conseiller en thérapie. Voilà. Non, mais c'est bien. Mais voilà, je dis, donc là, c'est plus que personnel, c'est intime. Là, on est, voilà, donc, oui, mais ça veut dire qu'il nourrit du coup ChatGPT avec des données intimes et que donc OpenAI apprend de ces données. Pardon. Exactement. Donc je pense que d'une certaine manière, donc là, on va aller de plus en plus dans des sphères qui vont plus que dans des données personnelles, donc de l'intime. Donc il sera nécessaire quand même qu'OpenAI fasse quelque chose. Donc d'une manière ou d'une autre, s'il ne bouge pas, là, ça sera suspect. Et là, en effet, tout devra être fait, VPN compris. On devra interdire la chose. Et sachant que ces VPN sont de plus en plus accessibles, en plus, sur les téléphones. Non, mais tu vois, par exemple, Netflix, il y a que certains VPN qui fonctionnent avec Netflix, parce que Netflix les bloque. Donc, en gros, tout est possible en techno, comme tu le disais, aussi, utiliser ChatGPT. Alors, Amélia, tout est possible, notamment le fait de se dire qu'on a un ministre, encore une fois, délégué à la transition numérique, Jean-Noël Barrot, qui affirme, lui, que l'interdiction n'est pas sur la table. Il en a parlé à nos confrères de la Tribune il y a quelques jours à peine. Interdire, ce n'est pas la bonne posture. Maîtriser l'IA, oui, mais en maîtrisant d'abord l'innovation. On précise aussi que Jean-Noël Barrot a demandé son avis au Comité national d'éthique numérique. Première info, il en existe bien. L'avis devrait être rendu dans quelques mois. Est-ce qu'il est urgent d'attendre ? Est-ce qu'on en est là ? C'est un statu quo finalement sur une décision à prendre peut-être un jour ?
Apprendre, je ne sais pas, parce que finalement, l'interdiction, ce serait un peu comme mettre un barrage à un torrent extrêmement puissant. Il trouverait d'autres façons de se déverser. Donc, je trouve que l'interdiction, effectivement, n'est pas appropriée. Évidemment qu'il faut quand même de la régulation. On voit bien que c'est vertigineux, que ça va à une vitesse affolante. Donc, on a envie, en tant que citoyen, que les institutions s'en saisissent et proposent quand même un certain nombre de règles, un certain nombre de régulations autour de ça. Moi, évidemment, ce que j'en dis de tout ça, c'est qu'il faut aussi éduquer, puisque finalement, c'est une nouvelle donne sociétale qui s'offre à nous. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un fossé entre le milieu scolaire que connaissent nos enfants et la vie telle qu'elle est réelle, pétrie de technologie, pétrie de ces nouvelles inventions qui révolutionnent complètement notre quotidien, notre façon de travailler, notre façon d'être au monde. Donc, il est aussi urgent que l'éducation nationale se saisisse de tout ça et adapte l'école pour qu'elle puisse répondre pleinement à ces enjeux. Nathanaël, visiblement, tu as très envie de réagir justement aux propos qui sont dits en plateau. Oui, merci. C'était simplement pour dire, de fait, avec ChatGPT, il y a quelque chose qui est assez marquant. La révolution, pour moi, elle est surtout dans l'usage. C'est-à-dire qu'on a un usage extrêmement simple, comme ça, de ce dispositif. Après, l'intelligence, pour l'instant, de ChatGPT, c'est surtout une intelligence des textes. C'est-à-dire, c'est un outil qui va nous dire ce qui est le plus probable dans la conversation avec nous à partir d'un traitement d'un très grand nombre de données textuelles, quoi. Pour dire, il y a quelque chose de l'ordre d'une révolution dans l'usage, mais finalement, je pense qu'on va avoir à faire à des révolutions en termes d'IA qui vont être significativement plus conséquentes que ce qu'on voit là avec ChatGPT. Moi, j'ai envie de dire, je suis contre l'interdiction. C'est-à-dire, ça me semble vraiment saugrenu d'interdire comme ça un outil parce qu'il serait trop subversif, dangereux ou je ne sais pas trop quoi. Par contre, le législateur, il va devoir travailler un petit peu plus que d'habitude. Pour poser dans la loi tout un tas de choses. Et je pense notamment, j'espère que la loi, petit à petit, va diminuer en fait les inégalités. Pour l'instant, les inégalités ne cessent de grandir. Les inégalités, j'entends matérielles, financières. Et en fait, un outil comme celui-là, ça va mettre au chômage tout un tas de personnes, etc. Si ça ne s'accompagne pas, à un moment donné, dans la loi, de poser même la question d'un écart entre les salaires les plus bas et puis les salaires les plus hauts. C'est des choses comme ça qui vont devoir, dont on doit débattre profondément entre nous. C'est-à-dire, que voulons-nous faire de l'aventure humaine et à quels endroits est-ce qu'on va mettre des limites, des bornes? Ouais, si je t'entends bien, ChatGPT n'aura pas à cotiser 43 annuités, en effet. Donc du coup, c'est une réflexion à mener globale, en effet, sur la transmutation de cette société. Je donne la parole à Stéphane, 2 secondes, qui voulait réagir. Une seconde, non, mais un peu, je réagis par rapport à ce que disait Amélia et ce que vient de dire Nathanaël. En fait, il faut parler bien sûr de l'éducation, il faut parler de législateur, mais il y a peut-être un type de poste qui va apparaître dans toutes les entreprises, c'est un chef IA officer, pour éviter justement que les gens perdent leur boulot, comment on peut optimiser les choses qui peuvent être optimisables. Et je pense que ça peut être on avait le Chief Digital Officer qui a peut-être fait le feu de tout bois pendant... On en a parlé pendant quelques années, mais je pense que l'IA Officer, il pourrait avoir une utilité RH fonctionnelle. Et je pense que beaucoup d'entreprises devraient s'en Surtout qu'on a cette semaine les premiers leaks de données d'entreprises qui sont révélées là, sur Samsung notamment, dont les employés ont utilisé ChatGPT, donc qui ont permis d'avoir accès à des secrets industriels. Donc, là, il y a urgence en termes d'éducation à l'école, mais aussi dans les entreprises, en matière de transition et d'évolution des postes. Sur d'autres sujets plus concrets, sur des postes qui sont impactés aujourd'hui directement, celle de graphiste. Quand on voit ce qu'on fait Midjourney aujourd'hui, avec un prompt sur quelques phrases qui sont générées, on a des semaines de tournage de photos qui tombent à l'eau parce que l'IA est capable de générer une image comme ça sans avoir besoin du graphiste. Là, on a aussi de belles reconversions à imaginer. Bon, je sens que le groupe Unis va préparer un nouveau métier, ça s'annonce un peu. Chief IA Officer pour vos prochaines entreprises. C'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs, messieurs, dames, ici sur ce plateau. On parle beaucoup de cette potentielle interdiction de ChatGPT, mais il y a évidemment d'autres logiciels d'IA générative dont on a beaucoup parlé, là aussi sur ce plateau. Midjourney, pour ne pas le citer, vous vous souvenez, dans des épisodes précédents, la semaine dernière,
Gaël et Stéphane se sont affrontés par Midjourney interposé pour faire des photomontages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut arrêter peut-être aussi de trop être téléguidé par l'actualité. On a les yeux rivés sur ChatGPT en ce moment parce que c'est l'IA générative à la mode. Il faut regarder aussi les autres. Est-ce qu'il faut pour une fois avoir une régulation qui sache aller plus loin que le logiciel Stricto Sensu qu'elle est en train de tenter de mettre au pas? Ce que je constate sur d'autres problématiques techniques au sens large du terme, c'est qu'on manque de culture scientifique et technique dans les cabinets et dans les agences en général. Beaucoup de sciences politiques, pas assez de sciences techniques, on s'entend. Et là, déjà, sur ce problème culturel de comprendre un peu ce qui est technique, c'est déjà de l'intelligence réelle, avant même de parler d'IA. Et une fois qu'on aura cette culture générale et qu'on aura plus de personnes techniques en poste, je pense qu'on aura une meilleure compréhension des enjeux. Évidemment, là, l'articulation avec le politique se fera d'une manière beaucoup plus fluide que des coups de menton comme ça, successifs, sur à chaque fois être en réaction à l'actualité et par rapport à des faits divers. On ne pourra pas pouvoir, encore des années, avoir à donner des coups de menton comme ça à chaque fois qu'on aura été choqué par une de ces nouvelles avancées. Amélia, il faut raison garder. Oui, et d'autant plus que quand on est dans un état de panique, c'est très compliqué de prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est pas dans ces moments-là qu'effectivement l'intelligence est la plus efficace. Donc il faut absolument que le législateur retrouve une certaine sérénité, une certaine distance, une certaine hauteur pour pouvoir effectivement formuler des lois, des textes qui soient les plus appropriés, les plus efficaces surtout. Nathanaël, encore une fois, il est urgent d'attendre et de réfléchir, enfin de tourner 7 fois finalement ses doigts devant son clavier avant de faire print sur une prochaine régulation. Oui, et puis surtout, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut poser son regard au bon endroit. Et le bon endroit, pour moi, autant le bon endroit, j'ai envie de dire, comme éducateur, mais aussi comme citoyen, législateur, responsable politique, etc., c'est préparer un avenir hospitalier pour les jeunes. Basta. Et à cet endroit, on a de fait quelque chose qui est très distrayant avec distrayant et qui va amener des révolutions et qui est en train d'amener des révolutions, pas que ChatGPT, mais toute l'intelligence artificielle, ok, mais on a un vrai problème sur les bras, c'est l'habitabilité de la Terre pour l'ensemble du vivant et pour la vie humaine en société. Et ça, c'est un vrai gros problème qui n'a rien de marrant. Là où, dès qu'on a quelque chose en lien avec l'IA, vous voyez, il y a aussi du jeu, il y a aussi du fun, il y a aussi quelque chose comme ça. En même temps que la gravité des problèmes sociaux que ça véhicule, évidemment. Sur les questions environnementales, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de jeu. Mais par contre, c'est vraiment autrement plus massif en termes de problématiques pour nous, quoi. Bon, si je t'entends bien, tu nous mets en garde contre une IA anthropocène numérique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux problèmes systémiques et globaux qui sont les nôtres par rapport aux questions du climat et de la biosphère, on n'a aucune IA qui va nous sortir de là. Ça, c'est clair et net. Aucune captation du carbone dans l'atmosphère qui va être suffisante et qui va restaurer les écosystèmes et qui va, etc., etc. C'est vraiment un problème systémique complexe et aucune solution technique. Enfin, des solutions techniques peuvent apporter quelque chose à un petit bout d'endroit, mais jamais à l'ensemble et jamais à la question de, à un moment donné, la vie humaine en société qui demeure possible. Pourquoi ? Parce qu'on maîtrise suffisamment les écosystèmes, on peut dégager des excédents agricoles qui nous permettent de faire tout un tas de choses parce qu'on a suffisamment à manger. Voilà, ce b.a.-ba-là, il est aujourd'hui fragilisé et c'est ça vraiment l'urgence vitale pour nos sociétés. Le b.a.-ba de la planète et l'avenir de l'IA. On continuera à en parler évidemment dans ce Club Actu. Et pas que. Nathanaël, Stéphane, Gaël et Amélia, restez avec moi. On s'arrête l'espace d'un instant pour aller faire un tour du côté de la planète tech. Et on revient pour d'autres actus après le zap d'Edouard Degnaud.
We was always on the same page. I really thought that me and Shorty worked one day. So she called me down and went it with another lady. The other girl, shit, well, she's from HB. I think her name was Daisy or Stacy. Used to love graffiti, so we always went painting. We would get it on, and she wrote me like she hated. Retour sur le plateau de l'école du futur, version Club Actu, pendant que Gaël Musquet et Stéphane Zibi imaginent toutes les possibilités de faire raconter plein de choses à ChatGPT, notamment des messages d'excuses pour leur retard sur ce plateau. On va tous se reconcentrer, messieurs. On accueille aussi, vous le savez toujours dans cette émission, Nathanaël Wallenhorst. Tu es en Skype avec nous depuis l'Université catholique de l'Ouest. Amélia Matar est aussi à nos côtés. Ça tombe très bien parce que tu as une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, tu as découvert une pratique dans un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée, une pratique qui nous fait dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, on le sait, de nombreux enfants vivent des situations de violence parfois très graves. On parle d'un enfant sur 10 en France. Et on le sait aussi avec certitude, la violence entrave fortement le développement de l'enfant. Les enfants victimes de violences grandissent en moins bonne santé, avec des capacités cognitives diminuées et deviennent plus fragiles à l'âge adulte. Partant de ce constat, l'association Garance en Belgique a donc décidé de déployer le programme intitulé CAP pour Child Assault Prevention. Et ce programme a été créé aux États-Unis il y a 40 ans et est aujourd'hui répandu dans 20 pays partout dans le monde. Et à travers ces ateliers animés sur les temps scolaires, les enfants découvrent des outils pour faire face efficacement à de potentielles agressions verbales, physiques ou sexuelles. Alors comment exactement, quel est le contenu d'ailleurs de ces ateliers ? Eh bien, le programme Enfants Capables donc, s'adresse à la fois aux enfants, aux parents et au personnel scolaire. L'idée est que les 3 groupes puissent avoir le même niveau d'information pour renforcer l'action et créer une vraie harmonie et lutter efficacement contre les violences. Les ateliers sont proposés dès la primaire et dans le podcast de Charlotte Bien-Aimée, on est véritablement plongé dans un de ces ateliers et écouter les enfants parler est saisissant car on voit bien à quel point ils ont conscience de leur vulnérabilité et surtout à quel point ils sont friands d'outils pour se défendre et être plus forts. Une petite explique par exemple qu'elle ne comprend pas pourquoi on dit toujours aux enfants qu'il faut respecter les adultes mais qu'on ne dit pas beaucoup l'inverse. C'est comme si nous n'étions pas des humains, dit-elle, et je trouve que c'est assez fort venant d'une enfant de 8 ou 9 ans. Alors, par des scénettes théâtralisées, les enfants sont donc amenés à décrypter les situations dangereuses et à y faire face avec courage. Ils apprennent à poser leurs limites, à se mettre en sécurité, à chercher de l'aide, à aller chercher un adulte de confiance et à savoir se montrer solidaire avec les camarades potentiellement victimes. Dans le podcast, on entend par exemple les enfants apprendre à dire non sur un ton affirmé et à utiliser ce petit mot à bon escient quand la situation est périlleuse pour eux. 3 droits fondamentaux sont expliqués aux enfants. Le droit d'être libre, le droit d'être en sécurité et le droit de se sentir forte et fort. Les animatrices expliquent que ces droits sont très importants et qu'aucun des 3 ne peut jamais leur être enlevé. Tout cela passe donc par des mises en situation très bien faites et je souligne au passage que cela me fait penser aux scénettes Montessori, grâce et courtoisie qui enseignent aux enfants la politesse à travers là aussi des mini-jeux de rôle. Ces techniques de mise en situation sont en effet très efficaces sur les enfants et je précise aussi que dans les
les ateliers d'autodéfense dont il est question aujourd'hui, l'enfant n'est jamais mis dans une situation négative ou anxiogène. Toutes les situations se finissent sur une note positive. Donc, tu le disais tout à l'heure, il faut que les adultes soient aussi formés à ces techniques très spécifiques. Oui, tout à fait. L'approche est vraiment complète. En parallèle, les adultes sont aussi formés à communiquer avec les enfants sur ces questions de sécurité, à reconnaître les signes physiques, émotionnels, psychologiques et sociaux chez un enfant potentiellement victime de violence, avoir la bonne posture pour recevoir le témoignage d'un enfant qui voudrait se confier. L'idée est vraiment de créer un cocon autour du groupe d'enfants pour identifier et surtout endiguer au mieux les violences infantiles. Est-ce qu'il y a d'autres sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement découvrir ces ateliers ou ces initiatives d'autodéfense pour les enfants? Oui, d'autres sources existent et parmi les ressources disponibles figure par exemple l'album jeunesse Le Loup, véritable phénomène médiatique écrit par l'artiste française Maylan et publié aux éditions La Martinière en 2022. Donc Maylan, je le rappelle, est une artiste française qui se consacre notamment à la chanson, qui a entre autres collaboré avec le célèbre rappeur Oxmo Puccino. Et donc dans cet album jeunesse absolument magnifique, elle donne les clés aux enfants victimes d'inceste pour agir et se sortir de cet enfer. Et cette histoire est inspirée de sa propre histoire personnelle. Autre livre que j'ai personnellement beaucoup lu à ma fille, je précise qu'elle a 3 ans et c'est parfaitement adapté, le livre « Je peux te faire un bisou » de Chloé Fruy et Soline Bourdevert-Vessière, édité en novembre 2019 chez Il était un bouquin. Un livre sur le consentement, léger, juste, plein de tendresse. Les messages clés sont joliment passés, on peut le lire dès tout petit donc. Et pour finir, un livre plein de panache que j'ai déjà évoqué ici, La tribu qui pue, d'Élise Gravel et Magali Lehuche, publié aux éditions Les Fourmis Rouges en 2017. C'est sans doute un de mes livres préférés, toutes catégories confondues. Tu en parles beaucoup, en tout cas, il va falloir qu'on le mette dans la bibliothèque de l'École du Futur. Oui, alors dans ce livre, on y suit un groupe d'enfants rebelles, dirigé par une petite fille pleine d'audace, on adore, et décidés à vivre leur vie comme bon leur semble, nus et sales en l'occurrence. Donc ces enfants libres, odorants et légèrement hippies font des pieds de nez hilarants aux adultes rigoristes qui tentent par tous les moyens de les faire entrer dans le rang. On passe un super moment de lecture dans ces pages remplies d'humour et d'amour. Et pour conclure, oui, assurément, les enfants sont pleins de ressources et au-delà des violences, notre rôle en tant qu'adultes consiste en effet à leur donner cette force et ce courage pour faire face sereinement à une époque pleine de bouleversements. On en parle justement aujourd'hui. Absolument. Est-ce que vous avez, messieurs, des solutions, justement, des initiatives que vous avez pu repérer, peut-être, qui là aussi peuvent aider les enfants en difficulté pour se sentir plus forts, à affronter notamment ces problématiques? Alors, les centres sociaux où j'habite sont des lieux où on a pas mal d'adultes auxquels ils peuvent faire confiance. Donc c'est vraiment le rapport humain, en tout cas ce que j'ai pu observer personnellement avec mes enfants. Et puis notre rôle aussi en tant que voisin, en tant qu'intervenant, en tant que citoyen autour de ces enfants. Je rejoins Amélia sur les livres que tu as pu citer. On voit à quel point le rêve est hyper important pour ces enfants qui sont en difficulté. Évidemment, sur d'autres cas extrêmes, l'observatoire, pour moi, c'est aussi un moyen d'amener parfois ces enfants qui sont isolés avec leur mère, qui ont subi des violences, de rêver, d'aller aussi prendre du recul par rapport à leur situation et puis de pouvoir observer les étoiles avec moi. Le rêve à l'Observatoire de Vernon avec Gaël Musquet comme solution et remède pour réenchanter les imaginaires. On ne va pas forcément réenchanter les imaginaires dans la deuxième partie de ce Club Actu parce que nous sommes certes de plus en plus connectés mais aussi de plus en plus illettrés du numérique. On va revenir sur ce rapport édifiant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est le Club, deuxième partie. Et vous le savez, aujourd'hui, pour débattre à nos côtés, toujours Stéphane Zibi, Nathanaël Wallenhorst, Gaël Musquet et Amélia Matar. C'est donc un chiffre dont il va falloir s'emparer et sérieusement se retrousser les manches pour réussir à lutter contre. Un Français sur 3 souffre d'électronisme aujourd'hui en 2023. C'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui le dit dans son nouveau rapport sur la société numérique. 16 millions de Français en situation donc d'illectronisme, d'illettrisme numérique. Et même un jeune sur 5 qui avoue ses difficultés face au numérique. On va peut-être d'abord remettre des mots sur ce phénomène. L'illettrisme numérique, c'est quoi exactement, Gaël ? C'est une question d'autonomie digitale ?
C'est la capacité de la personne à utiliser un ordinateur ou un appareil, quel qu'il soit. Ça peut être une télévision, une télécommande, un appareil numérique. Sa capacité à se connecter et accéder à Internet. Donc ça aussi, on peut imaginer les disparités qu'on a sur l'ensemble du territoire, cet accès à Internet. C'est la capacité à comprendre ce qui est diffusé à travers ces outils, donc que la personne arrive à se connecter, qu'elle arrive à lire, c'est une chose, mais qu'elle ne comprenne pas correctement ce qu'elle lit, c'est potentiellement un facteur. Et quand on additionne évidemment tout ça, eh bien évidemment, on peut parler en fonction évidemment des curseurs sur lesquels la personne sera plus ou moins à l'aise ou en difficulté, d'électronisme. Cette incapacité, cette difficulté à ne pas pouvoir maîtriser les appareils numériques qu'on peut utiliser par ailleurs, ça veut dire quoi? Qu'il y a ce véritable paradoxe, Stéphane, on est de plus en plus connectés aujourd'hui dans ces sociétés et de moins en moins aptes finalement à pouvoir embrasser le numérique. En fait, en préparant l'émission un petit peu quand même, c'est vrai, tu l'as préparé, c'est beau. Normalement, ça me fait plaisir. Ça veut dire, attention, mesdames et messieurs, Stéphane Zibi lit mes emails. Et ça me fait plaisir. Je fais ça pour éventuellement qu'on me réinvite. C'est pour dire que je travaille un peu. Ça marche, visiblement, ça marche. Voilà, je sais pas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est j'étais surpris de voir que le chiffre était en augmentation d'après ce rapport. Alors qu'on n'a peut-être pas eu une démographie qui a explosé pendant ce temps-là. Donc je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'appareils, il y a pourtant un taux d'équipement des smartphones qui est proche de 100%. Donc en gros, ça, c'est quand même une preuve que l'électronisme, on peut relativiser. On voit des machines à laver, c'est vrai que là, par contre, moi, là, j'ai du mal à parfois faire marcher ma machine à laver. Programmer la machine à laver qui est digne d'un ordi, vraiment. Je vois quand même, il y a de plus en plus d'objets qui se connectent, etc. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'appareils. Donc je pense qu'on peut vite baisser les bras en voyant toute cet aéropage d'appareils connectés et qui peuvent se retrouver face à nous. Et donc moi, j'étais plutôt dans cet état d'esprit. Je pense que plutôt ceux qui ont répondu ou qui ont donné ces résultats, peut-être il y a une forme de ça me dépasse, je laisse tomber et je me mets dans la catégorie de ceux qui cherchent pas à comprendre. En renoncement, finalement, c'est tellement complexe que finalement on va pas essayer d'aller chercher plus loin. Je voulais retourner la question à Nathanaël et c'est vrai que tu as raison, Stéphane. On en parle notamment parce que le chiffre c'est littéralement aggravé. Le dernier chiffre qui faisait référence en matière d'électronisme, Nathanaël, c'était celui de l'INSEE qui date de 2018. À l'époque, 17% de la population, 13 millions de Français souffraient de ce fameux illettrisme numérique. Il y a donc 3 millions de nos concitoyens et concitoyennes de plus en 5 ans qui sont frappés par le phénomène. Je ne sais pas complètement interpréter ce chiffre-là, et la façon dont il a été produit. Et je vous livre juste mon interprétation, ma compréhension qui peut être erronée. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme de fatigue aussi. À un moment donné, quoi qu'on ait à faire, il va falloir passer par une interface, etc. Moi, je dois faire des passeports là en ce moment, et du coup, je me suis connecté sur un site, sur un autre. En fait, j'ai juste envie d'aller voir ma mairie et puis de poser des questions, puis de dire alors le rendez-vous il pourrait être quand? J'ai vu sur internet qu'il n'y avait pas de rendez-vous disponible, mais quand est-ce que je peux en caler un avec vous? Il y a besoin d'amener quoi comme pièce? Enfin voilà, quelque chose qui tout simplement va se passer dans une relation. Peut-être va me prendre, encore, moi je pense que ça me fera gagner du temps par rapport à naviguer tous azimuts. Et puis je vois aussi, moi par exemple, là dans les jours qui viennent, je vais bientôt devoir me transformer en robot pour étudier tous les dossiers Parcoursup. Voilà. Donc les étudiants Parcoursup, cette grande plateforme qui permet aux lycéens de choisir leur orientation. On en a beaucoup parlé comme quelque chose d'assez fabuleux, etc., qui permet de pouvoir candidater plus simplement pour les étudiants, etc. Sur moi, ça va juste générer une immense fatigue d'avoir 1000 dossiers comme ça à gérer, etc. Bon, et je pense que je suis pas sûr de faire partie de ceux qui souffrent directement d'électronisme, mais par contre d'une fatigue du numérique. Le moindre dossier qu'on ait à gérer dans notre vie professionnelle, etc., tout passe par tout un ensemble d'interfaces. Voilà. Et bon, il y a quelque chose, je trouve, qui va loin, qui va trop loin, et je n'ai pas l'impression, moi, que à ce stade, les évolutions soient un gain pour les citoyens. Il y a plutôt un gain
en apparence d'efficacité pour les entreprises et puis de réduction des coûts, mais derrière, les utilisateurs, les citoyens, etc., je pense que c'est plutôt eux là qui pâtissent de ce développement tous azimuts. Alors, toi, tu as clairement une pathologie de fatigue digitale chronique. Ça, jusque-là, on peut te l'assurer sur ce plateau. Tu es loin d'être en situation d'électronisme, crois-moi. Parce que l'électronisme, c'est aussi une fracture numérique qui s'ajoute à la fracture sociale. C'est uniquement une question de maturité technique, pas forcément, Amélia. C'est une question, avant tout, je pense, effectivement, de compétences. Et si je regarde par le prisme de l'éducation et de la parentalité, ce qu'on observe aussi, c'est que de plus en plus de parents se désengagent de leur rôle parental vis-à-vis du numérique parce qu'ils ont un sentiment d'incompétence, d'incapacité à accompagner leur enfant, alors que c'est hyper important, au contraire, de pouvoir être dans cet accompagnement. C'est la Société française de pédiatrie elle-même qui a formulé cette recommandation face au numérique, oser la parentalité. Et quelque part, ça peut être aussi une opportunité pour ces parents, quelque part, de travailler leurs compétences numériques via l'accompagnement de leurs enfants. Clairement. Il y a une chose que je vois aussi, c'est à quel point certains de ces jeunes qui, a priori, ont un téléphone à longueur de journée dans la main, sont en difficulté avec un clavier et une souris. 1 sur 5, on le rappelle, dans ce dernier rapport, 1 sur 5 qui avoue être en difficulté. Et ils ont des interfaces qui sont hyper bien conçues et hyper addictives, dans le sens où elles sont faciles d'utilisation, elles stimulent énormément leur cerveau sur des images, des vidéos, beaucoup de choses qui sont dites et de manière audio et beaucoup moins en lecture, et ils se retrouvent en difficulté face à des formulaires. Ils se retrouvent en difficulté par rapport à des synthèses à faire. Donc on a, comme le dit Amélia, au-delà même du numérique, un problème aussi même mécanique sur l'utilisation de la souris qu'on retrouvait chez les personnes âgées et que je retrouve aujourd'hui chez des jeunes parce qu'ils touchent les informations qu'ils ont besoin de voir. Mais ils ne peuvent pas manipuler du coup la souris. Exactement. Et ça, je trouve ça m'a un peu choqué. Et l'autre chose à laquelle j'assiste aussi, et moi pour en être victime avec mes enfants, c'est effectivement, comme le disait Nathanaël, ça va vite. Et que parfois certaines interfaces, je ne suis pas aussi à l'aise que mes enfants. Et donc en fait, j'ai même moi, à mon niveau, même si je ne trouve pas d'électronisme, un besoin parfois de rattraper, comme je le dis à Amélia, ce que font mes enfants sur ces appareils pour être à leur niveau et les accompagner. Alors, je rappelle que le phénomène d'électronisme ne touche pas que la France. L'OCDE a fait un rapport, là aussi, il y a quelques mois. 70% des pays membres de l'OCDE sont concernés par le phénomène. Les États-Unis aussi, la Suède, l'Allemagne, l'Australie, la Belgique et l'Autriche. J'ai fait un swap entre Australie et Belgique, c'est étonnant. Et ça veut dire quoi exactement, Stéphane? Ça veut dire que dans ce monde, et on le voit avec Nathanaël, Gaël et Amélia, un monde qui vouait la dématérialisation à terme, on est en train de créer des laissés pour compte du numérique. Il y a une précarité numérique qui est en train de se développer. C'est sûr que si... Là, on parlait des passeports de Nathanaël et qu'il n'ait pas de rendez-vous, comme tout le monde d'ailleurs, personne ne peut avoir de rendez-vous. Il faut faire refresh sur la page, je vous donne juste un conseil, mais ça marche. Et se reconnecter vers 11h, a priori, il y a des... Bon, je vous donne le plan comme ça, en parenthèse. Vous avez le problème de passeport, on est là pour vous, vraiment. Voilà, bien sûr, c'est pas seulement ça, mais c'est vrai que là, ça se multiplie d'une certaine manière, et peut-être que je parlais du nouveau boulot qui serait Chief Officer, il y aurait des aidants qui pourraient être des gens qui pourraient accompagner et montrer que c'est pas si compliqué que ça, d'une certaine manière. Mais ce que je peux juste être... c'est vrai que tout a été, ou je crois ces dernières années, tous les gouvernements successifs ont essayé de dématérialiser ce qui pouvait l'être. J'ai même créé une société via ChatGPT, tu sais, avec le guichet unique. Décidément, tu demandes beaucoup de choses à ChatGPT. Je sais, non, mais j'ai créé les statuts, des PV, etc. d'assemblée. J'ai pu créer la société. Elle a été immatriculée en 24 heures grâce au guichet unique. Même des choses qui paraissaient compliquées deviennent simples. C'est le but quand même du numérique, c'est de simplifier. Mais il ne faut pas que cette obsession de la simplification ait en conséquence des gens qui voient qu'ils sont complètement largués. Et c'est vrai que moi, je reprends mon premier propos, il y a une forme de laisser... Voilà, on laisse tomber un petit peu et je trouve ça un petit peu dommage. Et donc c'est pour ça qu'il serait nécessaire et indispensable qu'il y ait des accompagnants et que ce soit des accompagnants humains et pas des robots.
Alors, je te signale que tu lis dans les pensées de Jean-Noël Barrot, puisque 20 000 aidants numériques, on les appelle comme ça, vont être déployés en France d'ici 2027, d'ici la fin du quinquennat. Ces conseillers numériques qui sont aussi appelés les chevaliers de l'électronisme. Simplifié donc, mais sans laisser nos concitoyens au bord du chemin. On continuera à parler d'inclusion numérique et de lutte contre cette précarité digitale dans les prochains Club Actu. Merci à Nathanaël Wallenhorst, comme toujours. Je rappelle ton tout dernier ouvrage, ça se lit hyper rapidement, un peu comme une missive. Vous voulez sauver la planète, faites des gosses. On te reconnaît bien là. Gaël Musquet, merci infiniment à toi. Merci à Stéphane Zibi, merci à Amélie Amatar. Comme toujours, on vous retrouve, messieurs, dames, dans un prochain Club Actu et nous, dès demain, dans les Codes du Futur.